La glande surrénale, comme la majorité des glandes endocrines, est caractérisée par une situation profonde à l'intérieur de l'organisme humain. Elle est de situation rétropéritonéale d'une façon que chaque glande coiffe le rein correspondant. Lorsqu'on parle de situation profonde, c'est-à-dire une glande qui est inaccessible à l'examen clinique. Et du coup, c'est les dosages des hormones avec l'exploration biochimique de la fonction cortico-cérébralienne qui vont prédominer par rapport à l'examen clinique. Pour l'exploration biochimique de la fonction cortico-cérébralienne, c'est ça qui va être le guide pour poser le diagnostic devant un dérèglement de ces glandes surrénales. Pour l'exploration de la fonction des glycocorticoïdes, on va suivre le chemin et les règles d'or par rapport au dosage des hormones. La première des choses, c'est que l'exploration statique, c'est-à-dire le dosage des hormones par rapport à un déficit ou bien par rapport à un excès de sécrétion, précède les dosages dynamiques de stimulation ou bien de freinage. La deuxième des choses, toujours pour l'exploration statique, il faut explorer le même axe. C'est-à-dire quoi? Alors, on est là pour explorer la fonction des glycocorticoïdes, le cortisol. Et donc, le cortisol, il est modulé par l'action de l'ACTH. Alors, pour explorer statiquement le cortisol, on doit demander en parallèle le dosage de l'ACTH, le même axe. C'est très important pour savoir un petit peu, pour avoir une petite idée par rapport au niveau lésionnel. Est-ce que le problème ou bien le dérèglement de cette glande réside en périphérie de situation basse, c'est-à-dire dans la glande elle-même, ou bien le problème il est beaucoup plus central, il est haut, il est dans l'hypothalamo-hypophysaire, dans l'axe hypothalamo-hypophysaire. Pour l'exploration statique, ça se fait via des techniques immunochimiques qui sont ultra sensibles. Il y en a des dosages qui se font à partir d'un prélèvement sanguin, il y en a d'autres qui se font à partir d'un prélèvement des urines. Commençons par le sang. Le plus utilisé, le plus recommandé, c'est le dosage du cortisol en premier. Le dosage du cortisol se fait sur un tube de prélèvement qui est sec. C'est-à-dire quoi sec? C'est-à-dire un tube qui ne contient pas du gel, sans gel, il est sec. Et en même temps, avec la présence d'un activateur de la coagulation. C'est le tube de prélèvement avec le bouchon rouge. Et puisque la sécrétion du cortisol et même de l'ACTH suit un rythme circadien, c'est-à-dire un rythme qui va anticiper le jour et la nuit, avec des pics. Le pic se fait au début de la journée, à peu près 2 heures avant le matin, et le nadir, c'est aux alentours de minuit, c'est le métabolisme de base. Donc, je suspecte une hypersécrétion du cortisol. Et je sais très très bien, selon le rythme de sa sécrétion, que le nadir, c'est aux alentours de minuit. Je suspecte une hypersécrétion, je dois doser pendant le nadir. Et le contraire est vrai. Si je suspecte une hyposécrétion du cortisol, je dois doser au pic de sécrétion, c'est-à-dire à 8 heures. Et c'est très important de préciser l'heure de prélèvement du cortisol. On parle par exemple du cortisol du matin à 8 heures. On dit le cortisol de 8 heures et de cette valeur. On doit préciser l'heure pour la bonne interprétation des résultats. Sinon, le point le plus important par rapport à la sécrétion du cortisol, puisqu'elle varie tout au long de la journée, ça va être très utile pour apprécier très très bien l'évolution de la sécrétion, de faire une étude cinétique. C'est-à-dire quoi? Demander un prélèvement de 8 heures. S'il est augmenté, on va continuer à 10 heures par exemple. S'il est toujours augmenté, on va demander par exemple de midi et ainsi de suite, jusqu'à la formation d'une étude cinétique et comparer la sécrétion du cortisol. Ça va
aider énormément pour un petit peu cheminer le diagnostic vers une pathologie X ou une pathologie Y. À travers la valeur du cortisol, on peut être un petit peu orienté vers le diagnostic. La sécrétion du cortisol, qui se fait par pic, se varie entre la valeur minimale, le nadir, 50 nanogrammes par ml, et la valeur haute, le max, c'est 180 nanogrammes par ml. Et donc, en cas par exemple d'une insuffisance, un déficit de sécrétion du cortisol, on va voir une valeur moins de 50 nanogrammes par ml. Donc ça, c'est sûr qu'il s'agit d'une hyposécrétion. En cas par exemple d'un syndrome d'hypersécrétion, hypercortisis, donc la valeur doit dépasser la valeur de pic, plus de 180 nanogrammes par ml. Et donc, pour une valeur qui se situe entre les deux, entre 50 et 180 nanogrammes par ml, ça n'a rien à voir, on ne peut rien conclure par rapport à cette valeur concernant la sécrétion du cortisol. Entre les deux, on ne peut pas juger. Mais pour la valeur inférieure, c'est sûr qu'il s'agit d'une hyposécrétion. Pour la valeur supérieure, c'est sûr qu'il s'agit d'une hypersécrétion. Pour la CTH, le prélèvement cette fois-ci doit se faire sur un tube de type EDTA. C'est le tube de prélèvement avec le bouchon violet. C'est un tube destiné au prélèvement d'échantillons sanguins avec beaucoup plus les peptides ou bien les molécules qui sont très très fragiles. Et c'est le cas pour la CTH. La CTH, c'est un peptide de juste 39 acides aminés, donc c'est vraiment très fragile. Et du coup, juste après le prélèvement, le tube doit être placé dans la glace avec l'inhibiteur des protéases et puis centrifugé à froid et congelé immédiatement pour avoir une bonne valeur. La valeur normale de la CTH, c'est entre 10 et 80 nanogrammes par litre. Bien sûr, la même remarque concernant la sécrétion, ça se fait selon un rythme nictéméral, donc on doit préciser l'heure pour la bonne interprétation des résultats. On parle d'une sécrétion augmentée de la CTH si la valeur dépasse les 120 nanogrammes par litre. Mis à part la sécrétion du cortisol et la CTH, qui vont être dosées par des prélèvements sanguins, on peut tenter à doser d'autres substances de la chaîne de la formation des stéroïdes. Et ça se fait selon le contexte clinique, c'est-à-dire que cette exploration biochimique va être toujours corrélée au statut clinique du patient. Par exemple, pour un patient, chez lui, on suspecte la présence d'une insuffisance urinalienne par un blocage enzymatique, exactement qui touche l'enzyme 21 bêta-hydroxylase. C'est l'enzyme de la chaîne de formation des stéroïdes responsable de la conversion de la 17-OH-progestérone en 11-désoxycortisol, le composé S. Je sais que le patient peut présenter ce blocage enzymatique qui touche la 21 bêta-hydroxylase, donc je peux tenter à doser la 21 bêta-hydroxylase ou bien je peux doser la 17-OH-progestérone, c'est-à-dire la substance qui va être convertie par cette enzyme. Et donc, si le patient vraiment présente le déficit en cette enzyme, donc j'en suis sûre que je vais trouver des valeurs augmentées de cette substance parce qu'elle est stagnée, elle est non convertie. Ça, c'était juste un exemple. Sinon, on peut doser plusieurs molécules de cette chaîne de formation des stéroïdes, comme la 11-désoxycortisone, le composé S, et même d'autres molécules. Et donc, toujours, ce sont des explorations statiques plus spécifiques par rapport au cortisol et la CTH, et qui vont suivre beaucoup plus le contexte clinique évocateur. Ça, c'était pour les prélèvements des échantillons du sang. Sinon, on peut doser d'autres prélèvements à partir d'un échantillon des urines. Et c'est le cas pour
le cortisol libre des 24 heures, le cortisol libre urinaire. C'est le test ou bien l'exploration statique la plus utilisée par rapport au prélèvement des urines. Et toujours, ça se fait en synchronisation ou bien rapporté à la créature. L'essentiel, pour réaliser l'exploration du cortisol libre urinaire, il nous faut un recueil des 24 heures des urines. On va, c'est-à-dire doser la sécrétion moyenne du cortisol pendant toute la journée. Donc, c'est un reflet vraiment précis par rapport à la sécrétion du cortisol. C'est la sécrétion sur les 24 heures. Ça ne nécessite pas vraiment une étude cinétique, comme le cas du cortisol sanguin ou bien la CTH sanguine. Et donc, c'est un vrai reflet précis par rapport à la sécrétion du cortisol. La valeur normale, normalement, le cortisol libre urinaire des 24 heures ne dépasse jamais les 100 nanogrammes par 24 heures. Jamais. Ça ne dépasse jamais. C'est inférieur à 100 nanogrammes par 24 heures. Et donc, il n'y a pas vraiment de seuil inférieur significatif. On a déjà parlé que ça ne doit pas dépasser les 100 nanogrammes par 24 heures. Donc, il n'y a pas de seuil inférieur significatif. Donc, on ne peut pas utiliser le cortisol libre urinaire pour diagnostiquer une insuffisance urinarienne. Mais ça se fait beaucoup plus dans les situations inverses, c'est-à-dire dans les hypersécrétions du cortisol, l'hypercortisisme, dont on va trouver une valeur qui dépasse les 100 nanogrammes par 24 heures, ce qui sera significatif et plus analysable par rapport au seuil inférieur. Donc, au total, pour l'exploration statique de la fonction des glycocorticoïdes, les plus utilisés, c'est les prélèvements sanguins, le cortisol. On doit préciser l'heure du prélèvement en prenant en considération le rythme circadien de sa sécrétion. La même chose pour la CTH. Sinon, on peut doser selon le contexte clinique de la chaîne de la formation des stéroïdes. À partir des urines, on peut tenter à doser le cortisol libre urinaire, la sécrétion moyenne du cortisol pendant toute la journée, avec un seuil supérieur significatif. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus utilisé dans l'hypercortisisme et non pas dans l'insuffisance urinaire. Concernant l'exploration dynamique, là, au stade de l'exploration dynamique, on connaît déjà par l'exploration statique que le cortisol est soit sécrété d'une façon excessive, un excès du cortisol, soit il est sécrété d'une façon déficitaire, c'est-à-dire le déficit en cortisol, hyper ou hyposécrétion. Et on veut explorer l'axe hypothalamo-hypophysaire pour savoir le siège de la lésion, pour savoir le niveau lésionnel. Est-ce que c'est central? C'est au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est le problème, il est haut. Soit il est périphérique. Le problème, il est en bas, dans la glande surrénalienne. Donc, on parle d'une hyper ou bien hyposécrétion basale. C'est-à-dire que à travers l'étude dynamique de la sécrétion hormonale, on va baser sur l'efficacité du rétrocontrôle négatif. On va surveiller par l'administration de l'hormone, de l'agonisme, de l'antagonisme des fois, et remarquer l'effet sur l'axe de rétrocontrôle, de rétroinhibition, et on va comparer ça par rapport à la normale, par rapport à ce qu'il faut voir après l'utilisation de certains molécules ou bien de certains agonistes ou bien antagonistes. Donc, c'est ça l'intérêt de l'exploration dynamique. C'est beaucoup plus en basant sur le rétrocontrôle hormonal pour savoir le niveau lésionnel de la lésion. Est-ce que c'est périphérique? Est-ce que c'est central? Pour les tests de stimulation, c'est utilisé selon les règles de dosage hormonal pour les hyposécrétions. Donc, on va stimuler une hyposécrétion, c'est-à-dire via des tests, via l'utilisation de certaines molécules, on va voir est-ce que l'utilisation des molécules type stimulante va sécréter l'hormone déficitaire ou pas. Est-ce que le problème se situe dans la glande elle-même
Ou bien est-ce que le problème se situe dans l'axe, dans le rétrocontrôle négatif? Il y en a 4 tests de stimulation utilisés pour étudier ou explorer dynamiquement la fonction des glycocorticoïdes. À savoir, test de Sénactène, c'est le plus utilisé. Il n'y a pas mieux que le test de Sénactène. Sinon, test à la métopyrone, test à la lysine vasopressine et enfin, c'est l'hypoglycémie insulinique. Commençons par le plus fréquent, test au Sénactène. Pour le test de Sénactène, l'ACTH, c'est un peptide formé de 39 acides aminés. Mais le noyau actif de ce peptide est constitué juste par les 23 premiers acides aminés de la chaîne polypeptidique. Donc, ce noyau actif va être utilisé dans le test de Sénactène. Sénactène, c'est la partie active de l'ACTH. Donc, pour les étapes, il faut savoir que les tests de stimulation, les tests de freinage en général, vont être réalisés en milieu hospitalier avec stricte surveillance médicale, vu que le risque de complications graves dans certaines situations. Et donc, le patient, on va programmer une hospitalisation pour le patient et on va réaliser le test. Pour le test de Sénactène, il doit être réalisé en dehors du stress pour ne pas perturber l'axe hypothalamo-hypophysaire. La première étape, c'est de doser le cortisol avant le test. C'est très important, avant 1 heure de la réalisation du test. Après ça, on va injecter du Sénactène à la dose de 0,25 mg, soit en intraveineux, soit en intramusculaire. Et après l'injection du Sénactène, on va doser le cortisol à T0, 0 minutes après l'injection du Sénactène, à T30, c'est-à-dire après 30 minutes de l'injection du Sénactène, et à T60 minutes, c'est-à-dire après 1 heure de l'injection du Sénactène. Et après ça, on va interpréter les résultats pour dépister est-ce qu'il s'agit d'une insuffisance centrale ou bien une insuffisance périphérique. Logiquement, puisque le Sénactène, c'est la partie active de la CTH, normalement, chez un sujet normal, la CTH stimule la fonction corticale pour sécréter les glycocorticoïdes. Donc, à l'état normal, normalement, il y aura une augmentation du taux du cortisol. Mais chez le patient qui présente une insuffisance corticale, s'il s'agit d'une insuffisance corticale, et le problème, il est en périphérique, c'est la glande qui n'arrive pas à sécréter du cortisol. Donc, même si on donne aux patients de la CTH, le taux ne va pas être augmenté. Parce que c'est la glande qui n'arrive pas à sécréter du cortisol. Donc, la situation où il n'y aura pas une augmentation du cortisol après le test de Sénactène, cela témoigne d'un problème périphérique, d'une insuffisance corticale périphérique. Sinon, dans la situation inverse, si on remarque l'augmentation du taux du cortisol, donc cela témoigne que le problème réside dans la sécrétion de la CTH et ou de la CRH. Donc le problème, il est central, c'est dans l'axe hypothalamo-hypophysaire. La glande, elle est saine, elle est indemne de lésion. Et la preuve, c'est qu'après l'injection du Sénactène, la partie active de la CTH, la glande arrive de sécréter le cortisol. Donc grâce au Sénactène, on arrive à savoir est-ce que le problème, il est périphérique ou bien il est central. Ça, c'était pour Sénactène. Sinon, le deuxième test, c'était le test à la métopyrone. Métopyrone, il s'agit d'une molécule responsable de l'inhibition de la 11-bêta-hydroxylase. C'est-à-dire, elle va toucher la chaîne, les enzymes et la chaîne de la formation des stéroïdes. La 11-bêta-hydroxylase, c'est une enzyme de la chaîne responsable de la transformation de la 11-désoxycortisol, le composé S, en cortisol. Le composé F, c'est l'étape clé terminale numéro 4 de la stéroïdogénèse. Donc, le but, c'est de faire quoi? C'est de faire injecter la métopyrone chez le sujet, à examiner et voir les conséquences. Normalement, à l'état normal, puisqu'elle va inhiber la conversion du composé S en composé F, donc la chaîne va se dérouler d'une façon normale. Mais l'arrivée à la 4e étape va être impossible. Et donc, la conséquence, c'est l'accumulation
de la 11 désoxycortisol, c'est-à-dire le composé S va être accumulé. Il n'y aura pas de sécrétion du cortisol. Donc, on reprend chez les sujets normaux, métopyrone, le cortisol va être diminué parce qu'il n'y a pas de sécrétion du cortisol, c'est juste le composé S qui est accumulé. Et donc, le cortisol diminué, c'est ça la clé de l'examen. C'est que par rétrocontrôle négatif, normalement, le cortisol diminué va être responsable de la sécrétion de la CRH et la CTH par rétrocontrôle positif parce que la diminution va stimuler l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et donc, l'axe va stimuler la glande pour sécréter plus du cortisol. Et la glande, toujours qui n'arrive pas à sécréter du cortisol grâce à la métopyrone, va enchaîner la stéroïdogénèse, mais c'est l'accumulation du composé S au lieu de l'augmentation du taux du cortisol, du composé F, par feedback positif. Donc, si le patient présente un problème central dans la sécrétion de la CRH et la CTH, il n'y aura pas ce rétrocontrôle positif qui sera efficace parce que le problème, il est central. Il n'y a pas de CRH et de la CTH pour réaliser l'augmentation du taux du composé S. Donc, la valeur chez un patient qui présente une insuffisance hypothalamique et ou hypophysaire, le taux du composé S va être normal ou bien diminué. Parce qu'il n'y a pas de CRH, il n'y a pas de la CTH. Donc, la métopyrone va nous aider beaucoup plus à savoir les insuffisances centrales. Le troisième examen, c'est l'hypoglycémie insulinique. Pour l'hypoglycémie insulinique, déjà, c'est basé sur l'action des glucocorticoïdes. Glucocorticoïdes, c'est la régulation du taux de glucose à l'intérieur de l'organisme, en assurant principalement la néoglycogénèse. Alors, à l'état normal, le cortisol et les autres glucocorticoïdes sont considérés comme des hormones hyperglycémiantes. Et donc, la situation inverse, c'est-à-dire l'hypoglycémie insulinique, normalement va stimuler la glande pour sécréter plus du cortisol, pour augmenter la glycémie et inverser l'hypoglycémie insulinique. Donc, le but, c'est de faire quoi? Injecter chez le sujet à examiner une dose de l'insuline pour provoquer une hypoglycémie à l'intérieur de l'organisme. Normalement, l'hypoglycémie va stimuler la glande pour sécréter le cortisol, qui est l'hormone hyperglycémiante. Chez le sujet normal, bien sûr, avec un bon fonctionnement hypothalamo-hypophyso-surinalien, normalement, il y aura une sécrétion de la CTH et la sécrétion du cortisol par conséquence, pour tenter à inverser l'hypoglycémie provoquée par l'insuline. Mais chez le patient qui présente une insuffisance centrale corticotrope, il n'y aura pas de sécrétion de la CTH, parce que l'axe et les malades n'arrivent pas à sécréter la CTH et la CRH. Et donc, il n'y aura pas d'augmentation du cortisol et l'hypoglycémie reste la même, quelle que soit la situation. Donc, on tente à stimuler l'axe, mais chez le patient qui présente une insuffisance centrale, l'axe ne va pas être stimulé et donc la valeur reste normale, voire diminuée. L'hypoglycémie reste là. Donc, le but, est basé sur l'action des hormones. Pour le dernier examen, c'est le test à la lysine vasopressine. Là, le principe il est un petit peu différent. Et la demande de test à lysine vasopressine est basée un petit peu sur un contexte clinique évocateur. Pourquoi? La lysine vasopressine, c'est une molécule caractérisée par une activité comparable à la CRH. Donc, on va injecter un petit peu la CRH, comme si on a injecté la CRH à l'intérieur de l'organisme. Et après ça, on tente à doser de la CTH et non pas du cortisol. Avant l'injection, bien sûr, de la lysine vasopressine et après l'injection. Toujours, ça se fait avant et après pour comparer un petit peu les choses, pour comparer la dynamique. Donc, c'est ça, c'est un test dynamique. Donc, la CTH avant l'injection et après l'injection de la CRH. Bien sûr, chez un sujet normal,
Normalement, le CRH stimule la glande hypophysaire pour sécréter de la CTH et la CTH va stimuler la glande surrénalienne pour sécréter du cortisol. Ça, ce qui est normal. Mais, chez un patient qui présente une tumeur cortico-surrénalienne, c'est pour ça qu'on a parlé d'un contexte clinique fibrocalaire. Les tumeurs cortico-surrénaliennes sont des tumeurs indépendantes de l'axe. Une fois les cellules et la dégénérescence cellulaire va être réalisée à l'intérieur de la langue, elle sera vraiment indépendante de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et donc, elle ne répond pas à la stimulation de la CTH et de la CRH. Donc, le patient qui présente cette tumeur, même si on injecte de la CRH ou bien de la CTH, ça n'a rien à voir. Ça ne va rien changer à l'intérieur de l'organisme. Et donc, la valeur va rester la même de la CTH et va être même diminuée par le feedback négatif parce que la tumeur va inhiber l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, elle ne répond pas à l'axe et elle va inhiber l'axe. Donc, la CTH ne va pas suivre la sécrétion de la CRH, la stimulation de la CRH pour être sécrétée de plus. Donc, la tumeur cortico-surrénalienne a réalisé le feedback négatif déjà sur la sécrétion de la CTH. Donc, au total, pour les tests de stimulation, il n'y a pas mieux que le test d'océnactène parce que ça va nous aider à dépister les deux, l'insuffisance centrale et périphérique. Sinon, on peut tenter à réaliser de l'hypoglycémie insulinique et même test de la métopyrone pour savoir le problème central. Et enfin, on peut utiliser le test à la vasopressine, la lysine vasopressine en fait, pour savoir un petit peu sur les tumeurs cortico-surrénaliennes. Ça, c'était pour les tests de stimulation. Sinon, pour les tests de freinage, concernant les hypersécrétions cette fois, il y en a un seul test réalisé pour les glucocorticoïdes. On tente à freiner l'hypersécrétion, l'hypercortisisme par le test à la dexaméthasone. C'est quoi la dexaméthasone? La dexaméthasone, c'est un stéroïde de synthèse. Déjà, c'est un stéroïde de synthèse, comme le cortisol. Mais la chose utilisable par rapport au dexaméthasone, c'est qu'il s'agit d'un stéroïde, mais en même temps, si on arrive à injecter la dexaméthasone à l'intérieur de l'organisme, elle ne sera pas reconnue par les dosages plasmatiques et urinaires. Donc, elle ne va pas perturber les résultats. Parce que, bien sûr, on va tenter à doser le cortisol avant et après l'injection de la dexaméthasone. Puisqu'il s'agit d'un stéroïde, on pense que cette molécule peut influencer les résultats, peut fausser les résultats, vu qu'il s'agit même d'un stéroïde. Mais elle est déjà utilisée parce que elle est non reconnue par les dosages plasmatiques et urinaires. Donc, elle ne risque pas de perturber les résultats. Donc, le but de ce test de freinage, c'est que, à travers les dosages statiques, il y en a une hypersécrétion du cortisol. Donc, on va injecter de la dexaméthasone, elle va réaliser le feedback négatif sur l'axe corticotrope, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un corticoïde. Donc, elle va inhiber l'axe. Donc, ce qui va faire diminuer le taux de la CTH et donc du cortisol par conséquence. Et on va faire le dosage du cortisol avant et après l'injection. Et selon la concentration de la dexaméthasone utilisée, il y en a 3 tests de freinage, 3 sous-catégories. Il y en a le test de freinage qui est minute, on parle de test de freinage minute. Il y en a le test de freinage faible, il y en a le test de freinage fort. Le but de ces 3 catégories, c'est de faire différencier les différents types d'hypercortisisme. C'est-à-dire, pour le test de freinage minute, on va injecter chez le patient à examiner 1 mg de dexaméthasone à la veille de l'examen, à minuit exactement. Et après ça, le lendemain, on va voir le taux du cortisol. Bien sûr, chez le sujet normal, l'axe va être inhibé par feedback négatif.
c'est-à-dire que l'axe répond à la sécrétion ou bien à l'injection de dexaméthasone et le taux du cortisol va être diminué. Mais chez le patient qui présente hypercortisisme d'une façon générale, c'est-à-dire toutes les situations de l'hypercortisisme, voilà, la valeur va rester la même. C'est-à-dire que la dexaméthasone n'arrive pas à inhiber l'axe. Parce qu'il y en a un hypercortisisme. On ne peut pas freiner. Et bien sûr, ce test ne permet pas de différencier juste, ne permet pas de voir les différents types d'hypercortisisme. C'est un test qui est minute, c'est-à-dire qu'il va nous aider à différencier entre un sujet normal et un état d'hypercortisisme. C'est ça, c'est uniquement ça. Il va t'aider à dire qu'il s'agit d'un patient apte à être freiné, il s'agit d'un suivi normal, alors que non, la situation inverse, il s'agit d'un patient non apte à être freiné. C'est un patient qui présente une situation d'hypercortisisme. C'est uniquement ça. Donc, si le test de freinage minute positif, c'est-à-dire il y en a une situation d'hypercortisisme, on passe à la réalisation du test de freinage faible. Le test de freinage faible, on va augmenter un petit peu les doses. C'est 2 mg par jour pendant 2 jours à la veille, c'est-à-dire à minuit. C'est pas uniquement 1 mg juste à la veille du test à minuit. Non, c'est 2 mg. On va augmenter la dose et même la durée, ça se fait pendant 2 jours. Et après ça, on va doser le cortisol, toujours avant et après. Chez le patient qui présente une situation d'hypercortisisme modéré, la valeur va être diminuée. La dexaméthasone à dose élevée arrive un petit peu à diminuer et à inhiber l'axe corticotrope. Et la valeur va être diminuée. Mais chez les patients qui présentent la maladie de Cushing, ou bien les patients qui présentent les tumeurs surrénaliennes, ou bien des syndromes paranéoplasiques, la valeur va rester la même. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une situation d'hypercortisisme qui est vraiment énorme et la dose injectée de dexaméthasone n'arrive pas à inhiber l'axe. Et donc, le test de freinage faible va nous aider à différencier entre une situation modérée et une situation énorme présentée par la maladie de Cushing, tumeur surrénalienne ou bien vraiment un syndrome paranéoplasique. La dernière situation, si le test est positif, il s'agit d'une situation d'hypercortisisme énorme et on ne peut pas trancher est-ce qu'il s'agit de la maladie de Cushing ou bien des tumeurs et des syndromes paranéoplasiques, on réalise le test de freinage fort. Le test de freinage fort, on va injecter 2 mg par jour, mais on va prolonger la durée. Ça se fait pendant 3 jours et non pas 2 jours. C'est-à-dire, à force qu'on va augmenter la quantité injectée, à force que cette quantité arrive à inhiber l'axe corticotrope. Donc, après l'injection d'une forte quantité, 2 mg par jour durant 3 jours, enfin, on peut arriver à différencier est-ce qu'il s'agit d'une maladie de Cushing ou bien est-ce qu'il s'agit des tumeurs ou bien un syndrome paranéoplasique. Dans la situation de la maladie de Cushing, enfin, c'est inhibé. Et donc, la valeur va être diminuée. Du cortisol, il y en a un feedback négatif. Sinon, pour les tumeurs, déjà, les tumeurs toujours échappent à la régulation de l'axe, échappent à la régulation hormonale, et donc la valeur va rester la même, sans aucune influence, même à dose élevée, même à durée prolongée. Donc, au total, pour les tests de freinage, on va injecter un stéroïde pour inhiber l'axe et voir est-ce qu'on arrive à freiner la situation ou bien non, il s'agit d'une situation d'hypercortisisme. Il y en a 3 sous-catégories pour faire différencier entre les différents types d'hypercortisisme. Est-ce que c'est minime? Est-ce que c'est modéré? Est-ce que c'est énorme dans les situations de tumeurs et les situations des syndromes paranéoplasiques? Pour l'exploration de la fonction des minéralocorticoïdes, c'est le même principe avec les glycocorticoïdes. Toujours, on va suivre les règles d'or par rapport au dosage des hormones. Les dosages statiques toujours précèdent les dosages dynamiques et on va toujours explorer le même axe.
c'est-à-dire on va explorer l'hormone et avec le système stimulateur de la glande. Et enfin, on doit prendre en considération les situations particulières. Pour l'exploration statique de la fonction des minéralocorticoïdes, ça se fait toujours via des techniques immunochimiques qui sont ultra sensibles. En premier, on peut tenter à doser les électrolytes. Le même principe avec les glycocorticoïdes. Le tout, il est basé sur l'action des minéralocorticoïdes. Les minéralocorticoïdes et la fameuse aldostérone favorisent quoi? Le principal rôle, c'est le contrôle de la tension artérielle et de la volémie en favorisant l'équilibre hydroélectrolytique. Par quoi? Par l'action sur le rein, en favorisant l'absorption et ou la réabsorption du sodium et de l'eau avec lui, et en parallèle, en favorisant l'expression du potassium. Donc, c'est ça le but. On va garder le Na+ et l'eau et on va éliminer le K+. C'est ça le principe. Donc, pour explorer cette fonction, elle sera basée sur l'équilibre hydroélectrolytique, ce qui explique que les électrolytes et leur dosage fait partie déjà de l'exploration statique. On va doser bien sûr le taux sanguin du potassium, du sodium, des protides à l'intérieur du plasma parce que les protides témoignent de l'état de l'hydratation et de la volémie à l'intérieur de l'organisme. Une augmentation du taux de protides témoigne d'une volémie diminuée et l'inverse est vrai. Sinon, même directement, on peut tenter à doser de l'hématocrite. L'hématocrite, c'est directement, elle va refléter sur la volémie. Et enfin, on peut même tenter à mesurer la natriurése, c'est-à-dire le taux du Na+ éliminé dans les urines des 24 heures. Donc, bien sûr, en cas d'une insuffisance en aldostérone, c'est-à-dire hyposécrétion de l'aldostérone, la situation elle est inversée par rapport à l'action normale de l'aldostérone. Donc, il y aura par conséquent une diminution du taux de Na+, moins de 130 mmol par litre, alors qu'une augmentation du K+, en revanche, plus de 5,5 mmol par litre, avec la présence d'un état d'hémoconcentration, augmentation de la concentration des protides, avec une natriurése qui est augmentée, c'est-à-dire une URS qui est soudée, plus de 20 mmol par 24 heures. Ça témoigne de l'élimination du Na+, parce que l'aldostérone, elle est absente, et du coup, il n'y aura pas de la réabsorption du Na+, et donc c'est l'élimination du Na+, dans les urines. Dans la situation inverse, le contraire, il est vrai. Dans la situation de l'hypersécrétion, c'est carrément le contraire. C'est l'augmentation du taux du Na+, plus de 145 mmol par litre. C'est la diminution du taux du K+, moins de 3 mmol par litre. Et c'est la présence d'une hémodilution et non pas une hémoconcentration. Et même le taux du protide va être diminué, ce qui va refléter sur une volémie exagérée. C'est hypervolémique par rapport à la normale, parce qu'il y en a une hypersécrétion de l'aldostérone. Mis à part le dosage des électrolytes, on peut tenter directement à doser l'hormone en personne, juste à condition que l'aldostérone toujours sera couplée à la concentration de la rénine plasmatique. C'est le même axe. L'aldostérone est sous contrôle du système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, on doit doser les deux en même temps. Donc, c'est indispensable de doser la rénine plasmatique avec l'aldostérone. Donc, pour l'aldostérone sanguin, c'est un examen réalisé le matin à jeun, parce que même sa sécrétion est influencée par le jour et la nuit, et un décubitus dorsal strict depuis au moins 1 heure. Parce que déjà, la volémie et la tension artérielle réglée par l'aldostérone sont sensibles à la pression orthostatique. Donc, le changement de position va influencer sur la sécrétion de l'aldostérone. L'aldostérone, elle est très sensible à la pression. Et même le changement de position debout chez un sujet normal,
augmente la valeur de l'aldostérone fois 3. Donc, le facteur de l'orthostatisme, c'est un facteur très 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 important pour la sécrétion de l'aldostérone et pour le système rénine-angiotensin. Donc, le patient doit être en décubitus dorsal strict en moins 1 heure avant la réalisation du dosage pour éliminer tout facteur d'orthostatisme qui peut influencer sur les résultats. Et en même temps, on va doser la rénine plasmatique. C'est indispensable avec l'aldostérone. Sinon, on peut tenter même à réaliser d'autres dosages, comme par exemple les dosages des précurseurs. Parce que déjà, dans la chaîne de la stéroïdogénèse, l'aldostérone dérive de la corticostérone grâce à l'action d'une enzyme, ce qu'on appelle l'aldostérase. Et donc, on peut tenter à doser, par exemple, la corticostérone. Sinon, on peut même doser le taux de l'aldostérone dans les urines, ce qui témoigne sur l'élimination de l'aldostérone. En cas d'une valeur supérieure à la valeur normale, il s'agit donc d'un état d'hypersécrétion de l'aldostérone et vice-versa. Mais le plus fréquent, c'est le dosage des électrolytes pour être orienté un petit peu en faveur d'une hypo ou bien hypersécrétion. Sinon, c'est directement le dosage de l'aldostérone couplé à la rénine plasmatique. Selon les résultats concernant l'aldostérone et la rénine plasmatique, on peut classer le patient dans plusieurs catégories. Il y en a 4 situations possibles. C'est-à-dire qu'après le dosage de la rénine et l'aldostérone, on va faire face à 4 situations possibles. La première, c'est l'hyperaldostéronisme. Il y en a 2 situations d'hyperaldostéronisme et 2 situations d'hypoaldostéronisme. Les 2 situations d'hyperaldostéronisme, c'est bon, c'est confirmé. Le taux d'aldostérone, il est augmenté par rapport à la normale. Donc là, on veut savoir est-ce que ce taux d'aldostérone, il est augmenté d'une façon indépendante de la rénine ou bien non, c'est un taux augmenté et qui fait suite à la stimulation de la rénine déjà augmentée. C'est-à-dire que est-ce que c'est le problème, il est central, il est dans le système de régulation, ou bien non, le problème, il est périphérique, c'est la glande qui va sécréter de l'aldostérone d'une façon indépendante de la rénine. Donc, pour l'hypercortisisme primaire, là, l'aldostérone est augmentée alors que la rénine plasmatique, elle est effondrée. Ça n'a rien à voir. La glande elle-même sécrète d'une façon exagérée l'aldostérone, sans aucune stimulation par le système rénine-angiotensin. Alors que l'hyperaldostéronisme secondaire, non. L'aldostérone est augmentée parce que la rénine, elle est augmentée. C'est le système rénine-angiotensin qui commande l'hypersécrétion de l'aldostérone parce que déjà, dans le système, la rénine, elle est sécrétée d'une façon exagérée. Donc, c'est secondaire. Le problème, il est central. Les 2 situations restantes, c'est pour l'hyposécrétion de l'aldostérone. L'hyposécrétion de l'aldostérone, toujours le même principe. Est-ce que c'est la glande qui n'arrive pas à sécréter de l'aldostérone ou bien est-ce que c'est le système de régulation qui n'arrive pas à sécréter de la rénine pour stimuler la sécrétion de l'aldostérone? Donc, le problème, il est primaire ou secondaire? Alors, dans la situation primaire, c'est que la rénine, elle est sécrétée d'une façon normale. Le système, il est bien. Alors que c'est la glande qui n'arrive pas à sécréter de l'aldostérone. Et là, c'est l'hyperaldostéronisme primaire. Sinon, dans des situations rares, il y en a l'hypoaldostéronisme secondaire, dont l'aldostérone est diminuée, mais c'est par rapport à un manque de stimulation par la rénine. La rénine, elle est la même chose, elle est effondrée avec l'aldostérone. Ça, c'est les 4 cas de figure possibles en termes de l'aldostérone et la rénine, ce qu'on peut déduire par rapport à l'exploration statique. Mais de toute façon, en cas d'hypo ou bien d'hypersécrétion, directement, on passe à l'exploration dynamique. On tente à stimuler pour les hyposécrétions et on tente à freiner pour les hypersécrétions. Le même principe avec l'exploration biochimique des glucocorticoïdes. Alors, pour les tests de stimulation, au nombre de 4, il y en a test de stimulation par l'orthostatisme, c'est le plus utilisé. Sinon, on peut utiliser d'autres, comme la stimulation par le régime sans sel,
ou bien par les diurétiques, ou bien on stimule par la CTH. Vu que dans les situations du stress chronique, quand même, la glande, dans sa partie glomérulaire, répond à la CTH. Malgré qu'à l'état normal, c'est une zone non ACTH dépendante. Pour le test de stimulation par l'orthostatisme, le principe il est clair. On sait très bien que l'aldostérone est sensible à la variation des chiffres de pression artérielle et de la volémie. Et l'orthostatisme, déjà le changement de position, de la position couchée à la position debout, va influencer sur les chiffres de la volémie et tension artérielle et donc ça va influencer sur la sécrétion de l'aldostérone. Et donc de l'arénine, la même chose. Donc d'ailleurs, les deux systèmes sont sensibles à la variation de la volémie et de la tension artérielle. Donc là, le patient présente une situation d'hypoaldostéronisme. Donc là, on veut confirmer à 100% est-ce que le problème il est périphérique, primaire, ou bien le problème il est central, il est secondaire. Donc, la première des choses, le patient va être en position couchée, de képitus dorsal strict, depuis au moins 1 heure. On dose l'aldostérone et l'arénine plasmatique. Après ça, on demande au patient de passer de la position couchée à la position debout. Le but, c'est de voir l'adaptation de la surrénale au changement de position. Qu'est-ce qu'elle va vers? Est-ce que le changement de position stimule l'aldostérone et donc ce qui témoigne que la glande elle est indemne de la lésion? C'est le système qui est défaillant, le système de régulation, ou bien non, c'est le contraire, c'est la glande elle est malade, ça n'a rien à voir avec l'arénine. Donc, après le passage à la position debout, on va redoser l'aldostérone et l'arénine plasmatique. Donc, dans la situation où l'hypoaldostéronisme est couplé à une diminution ou bien absence d'élévation de l'arénine plasmatique, ça témoigne que la glande arrive quand même à sécréter de l'aldostérone, mais le système régulateur n'arrive pas à sécréter de l'arénine. Donc, le problème, il est secondaire. C'est une situation d'hypoaldostéronisme secondaire. Sinon, l'inverse, il est vrai. C'est-à-dire que il y en a une élévation de l'arénine plasmatique et donc, ça n'a rien à voir avec le système de régulation. C'est la glande en personne qui n'arrive pas à sécréter de l'aldostérone. Donc, c'est une situation primaire. Donc, ça, c'était pour le test par l'orthostatisme qui est le plus utilisé. Sinon, on peut tenter à explorer dynamiquement les minéralocorticoïdes par des autres tests, toujours en basant sur le rôle réalisé par l'aldostérone en personne. Donc, l'aldostérone favorise la réabsorption du Na+, et de l'eau avec lui. Donc, la situation inverse de l'hyponatrémie, normalement, c'est chez le sujet normal, va stimuler la sécrétion de l'aldostérone pour inverser les choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une situation d'hyponatrémie. On parle d'une hyponatrémie provoquée. Par quoi? Par un régime sans sel. On demande aux patients de faire un régime sans sel pendant 5 jours. Donc, on va stimuler normalement l'aldostérone et on va doser avant et après l'aldostérone et l'arénine plasmatique. Et on va voir les choses. Est-ce que le problème il est périphérique? Est-ce que le problème il est central? Le même principe. Sinon, à part la rétention du Na+, même c'est l'équilibre de hydroélectrolytique, donc c'est de la volémie. On sait très bien que l'aldostérone augmente la volémie et augmente les chiffres de tension artérielle. Donc on va essayer de créer une stimulation par une situation inverse. Le même principe. On va faire quoi? On va faire une situation de décharge hydrique, hypovolémie, en utilisant les diurétiques, des molécules, des médicaments qui favorisent la diurèse, qui favorisent l'élimination de l'eau. Et on va voir, est-ce que la glande va réagir par la sécrétion de l'aldostérone? Et donc, le problème, il est secondaire. Sinon, il n'y aura pas de sécrétion ni de l'aldostérone ni rien du tout parce que l'arénine, elle est effondrée. Donc, le problème, c'est dans le système de régulation. Donc, le tout va être basé sur l'action de l'aldostérone. Sinon, on peut même tenter à stimuler la sécrétion de l'aldostérone par la CTH parce qu'on sait certes que
La zone glomérulaire, responsable de la sécrétion de l'aldostérone, c'est une zone non ACTH dépendante. Mais dans les situations chroniques, dans les situations où le stress il est puissant, la courbe de rétro-inhibition va être carrément modifiée. Et là, la zone peut être stimulée par l'ACTH. Donc, on peut tenter à stimuler les choses par l'ACTH et on va voir toujours le même principe. Est-ce qu'il y aura une sécrétion de l'aldostérone? Il n'y aura pas. Et même la même chose en comparant ça par rapport à l'arythmie. Et on va voir est-ce que le problème est primaire ou bien secondaire. Ça, c'était au total pour les tests de stimulation par l'orthostatisme, par l'hyponatrémie provoquée, par l'hypovolémie provoquée ou bien par l'ACTH. Pour les tests de freinage, c'est la situation inverse toujours. Il y en a deux tests principaux. Là, on a conclu à partir de dosage statique qu'il s'agit d'une situation d'hyperaldostéronisme. Donc là, on va essayer de tenter à freiner la sécrétion et on va voir les résultats. Il y en a deux tests principaux dans les tests de freinage. Il y en a test de perfusion salée ou bien test à la captoryl. C'est l'inverse par rapport à l'hyponatrémie provoquée ou bien par rapport à l'hypovolémie provoquée. Donc là, l'hypovolémie, c'est pour stimuler la sécrétion. Alors, je veux freiner. Je vais faire quoi? Je vais créer une situation d'hypervolémie. Donc, je tente à perfuser du salé chez le patient pour augmenter de la volémie et pour freiner la sécrétion de l'aldostérone. Donc, et d'ailleurs, c'est justement le cas pour le test de perfusion salée. On va doser de l'aldostérone avant et après la perfusion. Et pour la perfusion, on va faire une perfusion de 2 litres de sérum salé isotonique qui va être diffusée en 4 heures. Donc, cette situation d'hypervolémie, normalement, chez le sujet normal, va inhiber la sécrétion de l'aldostérone et donc la valeur après la perfusion va être diminuée par rapport à la valeur avant la perfusion. Sinon, c'est l'hyperaldostéronisme, un patient qui présente de l'hyperaldostéronisme, là. Donc là, la valeur reste augmentée et reste identique avant et après l'hypervolémie provoquée. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas freiner par ce rétrocontrôle négatif la sécrétion de l'aldostérone. La même chose pour le test à la captoryl. Captoryl, c'est un inhibiteur de l'enzyme de conversion. L'enzyme de conversion, c'est la dernière qui va jouer dans le système rénine-angiotensine, l'enzyme responsable de la conversion de l'angiotensine primaire en angiotensine secondaire, la dernière forme active de l'angiotensinogène qui va stimuler la sécrétion de l'aldostérone. Donc, on va inhiber l'enzyme responsable de cette conversion pour diminuer la synthèse de l'aldostérone et stimuler alors l'activité rénine plasmatique. C'est-à-dire, on va doser de l'aldostérone avant et après l'administration du Captoryl. Chez le sujet normal, normalement, le Captoryl va inhiber la conversion de l'angiotensine primaire en angiotensine secondaire. Et la valeur de l'aldostérone va être diminuée avant et après le test, alors que l'arythmie plasmatique va être augmentée. L'activité de l'arythmie plasmatique par le feedback négatif, parce qu'il n'y a pas de sécrétion de l'aldostérone. Donc toujours, l'organisme tente à stimuler l'arythmie. Donc si le patient présente une situation d'hypoaldostéronisme primaire, l'arythmie ne va pas être augmentée par le rétrocontrôle négatif, parce que le système il est malade. Même si on tente à stimuler le système par le rétrocontrôle négatif, par le manque de l'aldostérone en inhibant l'action de l'enzyme de conversion, ça ne va rien changer. Par contre, le patient qui présente de l'hyperaldostéronisme qui est primaire, le problème, c'est pas le système de régulation, c'est pas de l'arythmie. Le problème, il est dans la glande. Donc, ce système va réussir à stimuler l'arythmie. Donc, la valeur de l'arythmie va être augmentée, alors que non, l'aldostérone va être augmentée dans les deux situations. Donc, c'est ça par rapport au test de Captoryl.
Donc, au clair, par rapport à l'exploration biochimique de la fonction cortico-cérébralienne, surtout les minéraux et les glucocorticoïdes, toujours, on va suivre les règles d'or des dosages des hormones. Les tests statiques toujours précèdent les tests dynamiques. Et l'exploration du même axe hypothalamo-hypophysaire est obligatoire, bien sûr avec la prise en considération des conditions particulières. Pour l'exploration des glucocorticoïdes, elle passe essentiellement par le dosage du cortisol sanguin et de l'ACTH sanguine, suivant le rythme nictéméral bien sûr, et puis ça va passer vers le test de sénactène s'il s'agit d'une hyposécrétion, sinon c'est le test à la dexaméthasone s'il s'agit d'une hypersécrétion. En revanche, l'exploration des minéralocorticoïdes passe essentiellement par le dosage sanguin de la rhinine et de l'aldostérone, puis passant vers le test de stimulation par l'orthostatisme s'il s'agit d'une hyposécrétion, sinon les tests de freinage par la perfusion salée ou bien la captoryl s'il s'agit d'une hypersécrétion. Et donc, que ce soit pour les minéraux ou bien les glucocorticoïdes, l'exploration biochimique est basée sur la bonne connaissance de l'action de ces hormones en état physiologique.